le jour où le jeu vidéo a découvert la peur. Bienvenue dans Backtrack, aujourd'hui on remonte aux racines de l'horreur. Les survival horror, ces jeux inspirés des films d'horreur où l'on joue un personnage vulnérable et sous-armé dans un monde où le danger peut survenir à chaque croisement de couloir. À l'origine de ces jeux, il y a Resident Evil. Hein? De quoi? Resident Evil. Hein? Resident Evil. Non, je comprends pas, hein. Resident Evil. Ah, Resident Evil. Alors, Actually, c'est Alone in the Dark, le premier survival horror. D'ailleurs, Resident Evil a tout pompé dessus. Mais vous dites n'importe quoi tous les deux. Le premier jeu d'horreur, c'est Sweet Home en 1989. Resident Evil est juste un remake qui a dû changer de nom car il n'avait plus les droits. Bon, alors, vous avez tous les deux à la fois un peu raison et complètement tort. Alone in the Dark est sorti en 1992 sur PC et macOS, et il est effectivement considéré comme le père des survival horror. Il met en place beaucoup de mécaniques reprises 4 ans plus tard par Resident Evil. On peut citer les plans de caméra fixe, l'inventaire limité, la rareté des armes et des munitions qui poussent à fuir plutôt qu'à combattre, ou encore l'atmosphère anxiogène. Sweet Home, quant à lui, est plus considéré comme une inspiration de Alone in the Dark et de Resident Evil que comme un parent du genre. Même si certains le catégorisent quand même comme un survival horror. Et si en effet Shinji Mikami était à l'origine missionné par Capcom pour réaliser un remake de Sweet Home, le projet a très vite évolué vers un tout nouveau jeu. Resident Evil est le premier à nommer le genre du survival horror, qui sera ensuite repris rétroactivement pour ses prédécesseurs. Et avec ses 5 millions de ventes, le succès de Resident Evil va populariser le genre et influencer toute l'industrie. À titre de comparaison, Alone in the Dark avait fait moins de 400 000 ventes. Quant à Sweet Home, sorti uniquement au Japon, il n'a pas dépassé les 200 000 exemplaires vendus. À l'origine de son développement, Resident Evil devait être un jeu à la première personne afin de renforcer l'immersion. Cependant, les limites techniques de la PlayStation 1 ne permettaient pas de rendre les environnements aussi détaillés que prévu. C'est après avoir découvert Alone in the Dark en cours de développement que Mikami finit avec beaucoup de réticence par se résoudre à utiliser des plans fixes à la troisième personne. L'intérêt technique est de pouvoir précalculer les scènes et leur lumière, donnant à la fois un rendu plus détaillé et moins gourmand en puissance de calcul. Cela permet également d'ajouter un effet anxiogène en contrôlant ce que le joueur voit et ce qui reste hors champ. La sortie de Resident Evil en 96 marque le début de ce que l'on appellera l'âge d'or du survival horror. Des dizaines de projets horrifiques s'enchaînent et de nombreux titres vont marquer le milieu du jeu vidéo jusqu'en 2005. Non seulement l'équipe en charge de Resident Evil sortira 3 opus supplémentaires sur la période, mais ils sortiront également Dino Crisis, qui reprend les principes dans un monde à l'âge Jurassic Park. On a aussi Silent Hill qui sort en 99 avec sa brume caractéristique servant à la fois à créer une ambiance pesante, mais également à masquer certaines limites des consoles de l'époque, qui étaient incapables d'afficher des objets à une trop grande distance. Mais l'influence ne s'arrête pas là et va ensemencer au-delà du genre. Half-Life, par exemple, bien qu'étant un jeu d'action à la première personne, reprend les codes du genre pour créer une ambiance où le danger peut arriver de n'importe quel couloir. Depuis 2005, le genre a dû se réinventer, et on a vu de nombreux titres tous plus créatifs les uns que les autres. Layer of Fear, Amnesia, The Evil Within, Seven Day to Die, The Forest. Désormais, il y en a pour tous les goûts, en solo ou à plusieurs, que l'on recherche l'ambiance ou le frisson du jumpscare, tout le monde y trouve son compte. Et ce n'est pas tout, car aujourd'hui les codes de l'horreur font partie intégrante de l'arsenal du game designer et est utilisé dans de très nombreux jeux. Par exemple, dans Minecraft, le joueur peut entendre les sons des ennemis proches quand il creuse une galerie, sans qu'il ne puisse les localiser précisément, ce qui crée une ambiance pesante rappelant les codes de l'horreur. Le succès du survival horror a changé la vision de la peur dans nos sociétés. Désormais, le consommateur cherche l'immersion. Tous ses sens doivent être en alerte. Ce qui oblige le cinéma à s'adapter pour ne pas sortir des films d'horreur dépassés. Comme le consommateur est habitué à l'ambiance anxiogène des jeux, montrer un monstre qui casse tout ne suffit plus à faire peur. C'est la course à celui qui fera le plus peur, et chaque média scrute les autres pour trouver le prochain truc qui fait peur. S'inspirant des jeux à la première personne, des films passent en vue subjective. Le spectateur verra tout du point de vue de la caméra. Rake et Cloverfield en sont des bons exemples. Cela permet non seulement de créer une tension en réduisant le champ de vision du spectateur, mais surtout de contrôler le hors-champ, tout ce qu'il ne voit pas.
Et l'autre est, le cinéma, il a pas volé la technique du hors-champ aux jeux vidéo, ça existait déjà bien avant que les jeux vidéo existent. Alors oui, si on parle là-dessus, le jeu vidéo n'a rien inventé, et le cinéma non plus, vu que le théâtre faisait déjà tout ça depuis des millénaires. Mais ils s'alimentent l'un de l'autre, changeant la façon de créer de l'attention chez le spectateur. Le jeu vidéo s'inspire du cinéma et inversement. Avant les jeux d'horreur, le hors-champ était surtout utilisé dans le cinéma pour éviter de montrer des scènes trop complexes ou coûteuses à tourner. Il suffit de quelques bruitages pour suggérer qu'il se passe quelque chose. Le jeu vidéo popularise l'idée de s'en servir pour faire monter la tension en laissant l'imagination du joueur imaginer le pire. Et c'est ça qui est rapidement repris par le cinéma. L'horreur, qu'elle soit au cinéma ou dans nos manettes, fait partie de l'ADN de la création. Le genre se renouvelle, se transforme et trouve toujours un moyen de revenir nous hanter. Et vu l'appétit du public pour le frisson, on peut être sûr d'une chose, le survival horror n'est pas prêt de disparaître. Et voilà, Backtrack, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésite pas à lâcher un petit like, un commentaire ou à follow la chaîne.